Bonsoir et bienvenue dans notre émission Population à risque, c'est le 4e numéro. Je suis Lolo Lumpen et je serai votre présentatrice. Bonsoir mes amis. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez me dire vos noms comme d'habitude. Eh ben moi c'est Josie Lacalache et je suis toujours Josie. là. Ici Gigi, Gigi qui est revenu. J'étais malade, mais ça y est, je suis bien là et je suis un peu vénère ce soir. Ah, Ouais, on aime quand c'est vénère. Ouais. Et que ça claque. Et moi, c'est Socrata. Je suis assez souvent aux AG en ce moment à Bordeaux et ils sont très jeunes, les jeunes garçons. Et ici, le Diablo aussi, c'est ma dernière émission. Générique. Diablo s'en va. Mais on se pour le son. réécoutera après, peut-être. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité, une histoire étrange, sombre et profonde. Les populations à risque. Oui, donc on a fait récemment une interview de Lola Miserov. Donc, qui est Lola Miserov ? C'est quelqu'un qui a fait plein de choses en fait dans sa vie et qui a traversé plein de luttes. Donc du coup, par exemple, qui a été au phare pendant un an, qui a bien connu ce qui s'est passé en mai 68, qui a un peu vu ce qui s'est passé à Strasbourg, à Nantes et notamment à Bordeaux et Marseille aussi. Ouais. Et donc dans toutes ces luttes, PD, Gwyn, trans qui a eu lieu depuis ces années-là. Donc, on l'a interrogé pour nous en parler. Et Peut-être oui. qu'on peut juste préciser que le phare, c'est le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui était donc un groupe qui s'est créé en 71, donc après 68 quand même, par des lesbiennes d'abord et qui ont été rejoints par les PD ensuite. Et ça a duré pendant 2-3 ans comme ça, d'effervescence, quoi. Oui, non, c'est important parce que nous, on en parle comme ça, mais... Et du coup, cette Lola Miserov a écrit un livre qui s'appelle Voyage en outre-gauche, qui est sorti chez Libertalia, donc édition de gauchiste. Et du coup, elle parle justement de tout ce que je viens de dire, de toutes ces luttes qu'elle a traversées. Et donc juste avant de commencer, moi avant qu'on la rencontre, parce que c'est quand même un personnage, elle nous avait envoyé un message pour nous dire où la retrouver. La cible arrive par le TGV de 14h34. Elle est vêtue d'une veste longue en cuir noir et d'un pantalon vieux rose sombre, tout un programme. Petite, genre trapue, cheveux courts très bruns et bouclés, improbable lunettes rouges. Ordre de l'intercepter avant que la SAVAK et le Mossad ne la repèrent. Armement léger conseillé. Tout manquement aux instructions vous conduirez au goulag. Et je vais lancer l'interview tout de suite. Raconter de l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là dans la ville, de comment était la ville et tout ça. Je le raconte un peu dans le bouquin, hein, ça. Moi, quand je suis venu à Bordeaux, je suis venu un peu par hasard. J'avais des copains que j'avais connus à Avignon en 68 et 69, que j'ai retrouvés ici. Bordeaux à l'époque, moi, comment ça m'est apparu ? Je pouvais comparer avec Paris où j'étais basé et Marseille où j'étais souvent. D'abord, ça faisait très petite ville, c'est-à-dire que là où les gens se retrouvaient, il y avait 2-3 endroits. Ouais. Il y avait le Péberlan, il y avait New York. Il y avait un truc qui s'appelait la Brasserie des Arts, un truc comme ça, je sais plus. Le Café des Arts, qui Et existe puis, encore. Et il y avait- New York existe encore Et aussi. il y avait l'immeuble de l'association générale d'étudiants bordelais, de la JAD, qui était aussi le point de rendez-vous. Il y avait ça dans toutes les villes de province, pratiquement. Ouais. Et après, je mélange un peu les époques. Je dirais il y avait beaucoup... À Bordeaux, il y avait d'abord le Saint-Michel.
les Anars, le quartier Anars, où une de nos copines, ses parents avaient un restaurant. Il y avait l'arrêt du Muguet, où nous allons ce soir, où il y avait un ciné-club. Il y avait... moi, j'ai pas connu Sigma, j'ai jamais été là à ce moment-là du festival et tout, mais il y avait... Quand je compare Bordeaux avec les autres villes où les étudiants radicaux ont pris les bureaucraties étudiantes, Bordeaux était quand même très dans la culture. T'avais Molinier et tous ceux qui le suivaient, t'avais Bouixou, qui n'a jamais participé au track crève salope, contrairement à ce qu'on raconte, hein. C'est pas lui, il s'en est vanté, mais c'est vraiment pas lui. Et puis t'avais des jeunes gens, donc c'était avant 68, tout ça. Et moi je les connaissais pas à ce moment-là. C'est après que j'ai découvert cette bande qui a fini par signer Vandalisme, qui était un réseau en fait. Il y avait tout un réseau de gens un peu marginaux, certains faisaient des études, d'autres pas du tout, d'autres étaient des prolos complets. Il y avait des gens très bizarres à Bordeaux, vraiment des gens extraordinaires. T'as un mec qui s'appelait Alexis Cassagne, qui s'était fait casser la gueule pour avoir manifesté pour aller à la retraite à 30 ans. Il s'est jeté où il est tombé du pont de la Garonne, on ne saura jamais. Voilà. C'était un mec que j'aimais bien, qui était un prol, enfin, t'avais vraiment des gens étranges, quoi. Mais il y avait, moi, ce que j'ai vraiment connu, c'est autour de ce café qui s'appelle Péberlan. Cette espèce d'animation un peu... il y avait des côtés un peu beatniks, il y avait des gens plus avancés, donc t'avais les Anars, parce qu'il y avait des Espagnols. Ouais. T'avais cette bande crypto-situationniste à laquelle j'étais lié. Et puis t'avais toutes sortes d'autres gens, artistes et machin. Il y avait un endroit dont j'ai oublié le nom, un mec qui avait pendant quelque temps une espèce de bar cabaret assez drôle. J'ai complètement oublié où c'était, comment ça s'appelait. Il y avait une ambiance, quoi, à Bordeaux, dirons. Une ambiance, et à Marseille, on a fini par créer des réseaux de gens après 68. Mais il n'y avait aucun endroit pour nous, il a fallu se les créer et tout. Alors que là, il y avait cet endroit magique, c'est le Péberlan, qui était quand même un endroit extraordinaire, dont je parle là-dedans, tenu par un vieux couple, elle, très convenable, papa et maman. Extraordinaire, vraiment. Ils étaient, il y a un copain qui m'a raconté récemment une histoire. C'était un mec qui était un voyou, donc il avait fait de la tôle, et il sortait de tôle, il était au Péberlan. Et maman lui dit, écoute, je dois aller faire une course, est-ce que tu veux garder le bar? Attends, elle lui disait quelque chose. Quelqu'un capable de dire, oui, je sais que tu as fait de la tôle, je sais que tu es un voleur. Je sais que moi, tu me le rappelles, je te donne ma confiance, je veux te le montrer. Mais d'où cette femme sortait-elle? Ça, c'est pas des intellectuels. Ouais. D'où elle sortait cette sensibilité? Et cette histoire, je la tiens d'il y a quelques jours. D'où elle sortait cette sensibilité de mettre un voleur, un voyou, derrière son comptoir, pour lui montrer qu'elle pensait qu'il était un mec bien, qu'il n'avait rien à foutre du reste. Et ça, c'était unique, quoi. Sinon, sur Bordeaux, il y avait à l'époque, je me souviens, cette histoire que je raconte, je crois, dans le bouquin du déserteur, c'est le souvenir de l'insoumis, là. Il y a un mec qui a refusé d'aller à l'armée, il s'appelait Martinez, je me souviens encore. Et donc, c'était contre la guerre au Tchad. Alors, Martinez arrivait à la GEP dans les AG, il arrivait dans la rue, les flics le cherchaient partout. Et puis après, il se cachait. Comme un bandit, il rentrait dans ça devait être en 71, je pense. 70, 71. Il rentrait dans son truc, les flics ne le trouvaient jamais. Au point qu'ils nous pistaient tous, y compris moi d'ailleurs. Curieusement, j'ai eu une engueulade. Comme je venais souvent faire des enquêtes, ma boîte me payait, la boîte d'enquête nous payait un hôtel. Et il y a une nuit où je suis pas contré. Et l'hôtelier m'attendait apparemment pour fermer sa boutique. Tant mieux pour lui. Hein. Et on commence à s'engueuler, mais violemment, il était extrêmement violent, etc. Il me dit, de toute façon, quand on est surveillé par la police, et les fiches de police, c'est un peu dans les hôtels. Il devait imaginer que j'étais une envoyée spéciale, on ne sait quoi, les flics. Parce que je venais en fait pour bosser, quoi. Ils étaient assez cons. Donc ils surveillaient tout le monde. Hein. Bon, ça n'a pas trop changé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à Bordeaux, je dirais, les relations entre, disons, les gens les plus proches de l'IS, etc., ils ne connaissaient pas grand-chose du monde ouvrier. En revanche, le fameux groupe de voyous qu'ils avaient tous rejoints a fait ensuite, ça je le sais, je n'étais pas encore documenté là-dessus, c'est Claire Ozias qui travaille, elle, sur les voyous de mai 68, qui a fait un excellent livre là-dessus, qui continue à travailler sur le sujet. Ils sont continués dans un groupe qui s'appelle le groupe Octobre. Parce que la révolution est en octobre. Et ils ont passé l'été à s'entraîner à tirer, etc. etc. C'était des jeunes prolos. Mais qui étaient de Bordeaux et des alentours. Oui, bien sûr. Des cités et tout ça. Et donc quand le mouvement s'est arrêté, où les enfants sages sont partis en vacances, eux ils sont partis s'entraîner, je sais plus où et tout. La Rosée s'est écrit quelque chose là-dessus un jour. Je sais même pas qu'ils aient pris un nom, c'était un groupe qui s'appelait Octobre. C'est sympathique, quoi. Donc ça c'est un épisode que moi je ne connaissais pas. Il n'y avait pas à Bordeaux comme il y a à Nantes une forte liaison
C'est pas une ville ouvrière, Bordeaux, quoi. Non. Et Nantes, c'est parce qu'il y a Saint-Nazaire et le port. Sinon, ce sont 2 villes négrières. Hein. Oui. Oui. D'ailleurs, c'est un gros tabou, hein, la ville négrière à Bordeaux. À Nantes, c'est moins tabou, mais quand même. Quand même, bah oui, non. La bourgeoisie bordelaise. On apprend pas ça effectivement en histoire et à l'université. On a l'histoire bordelaise, on est plutôt pour tout ce qui est commerce d'épices, etc. Et puis on laisse les ports négriers à Nantes, Saint-Malo et le reste, quoi. Et pourtant, Bordeaux a eu de la traite. Oui, et puis on le voit sur plein d'immeubles. On sait qu'il y a plein d'immeubles hyper bourgeois dans le centre de la ville qui ont été construits là-dessus, quoi. Donc, mais c'est marrant parce que tout ce que tu racontes sur Bordeaux, on a l'impression que c'est même pas du passé, que c'est un univers parallèle, quoi. Enfin, quand on vit à Bordeaux aujourd'hui. Mais c'était un monde parallèle à l'époque déjà. Il y avait la ville bourgeoise. Oui, bien sûr. Qu'on scandalisait, qu'on choquait. Genre les vandalistes. Mon copain Arthur, à qui j'ai dédié le bouquin, là, qui donc lui était un mec du Gers qui faisait des études à Bordeaux à l'époque. Christian Marchadier, donc il s'appelait son nom à l'époque. Il marchait sur les bagnoles. Mais ce monde parallèle-là, il était de jour aussi ou il était que de nuit? Ah non. Sauf que bon, tout le monde se levait tard. Hein. Oui, disons d'après-midi, de soirée de nuit. Le matin, on ne voyait guère, ou alors on s'était pas couché. Ouais. Suivant les drogues qu'on avait pris. Ouais, mais c'est comme nous. C'est bien. Bah, on était jeunes. Ouais. Quoique, ça s'arrangerait pas aujourd'hui. Hein. Et il y a un autre truc que tu parles dans le bouquin, je suis désolé. Hein. Ah non, vas-y. Et qui est assez intéressant, c'est la pratique du tas. Et tu racontes un moment que vous êtes allé faire. Enfin, je sais pas, moi, j'y étais pas, celui-là, j'étais à autre chose. Mais qui raconte celui d'Arcachon, ça a juste l'air. Non, mais ce qu'il y a que je trouve bizarre dans ce truc-là, enfin, nous, on faisait ça aussi. Mais d'abord, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait beaucoup de pratiques homosexuelles dans leur tas. Ouais. Ce qui n'est pas notre cas. Et ensuite, ça avait été inauguré par un prof d'université, bah oui, c'est hyper drôle, ça. Ça, c'était juste. Un sociologue en plus. Mais c'est une époque. C'est une époque, je veux dire, la présence du Living Theatre, par exemple, ici. Oui, c'est pareil. Ça aussi, c'était une époque, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas comment, nous, parallèlement à Marseille, on appelle ça aussi l'État. Ça, c'est incroyable. Quelqu'un a dû apporter ça, parce que c'est... À moins qu'il nous ait piqué à nous, on ne saura jamais, quoi. Ouais. Mais il y a un truc de sexualité presque infantile. Enfin, tu sais, un peu comme quand les enfants apprennent à découvrir leur partie génitale, qui se frottent et tout ça. Il y a un truc de... Ça s'appelle pas une orgie, ça s'appelle pas une partouze. C'est... on se met les uns sur les autres, puis on se touche, on découvre nos corps. Nous, on faisait plus que ça. Oui, bah on faisait plus que ça, avec des jolies histoires. Moi, je ne faisais pas de manière... Nous, on ne faisait pas de manière systématique. On ne décrétait pas ça. Ça se décrétait au moment. Mais il y a un truc très sensible, en fait. Enfin, beaucoup plus sensible que quand on entend parler de partouze ou de parties fines. Ça n'a rien à voir avec des partouzes. C'était la recherche de la transgression. De plaisir. De plaisir, mais de plaisir qu'on obtenait en transgressant ce qui nous était interdit, quoi. Tout simplement. C'est comme ce moment, ces années où tout le monde a voulu essayer d'autres orientations sexuelles. C'était même devenu presque obligatoire, ce qui était un peu couillon, quoi. Oh, c'est dommage. Moi, je regrette un peu que les gens ne s'obligent pas à essayer d'autres orientations sexuelles. Tu sais. Mais moi, ce que je trouvais drôle, c'est le rapport au jeu qu'il y avait, dans le sens, comme tu disais, il y a plus d'humour maintenant, mais il y a plus de jeu, quoi, non plus. Enfin, tu vois, tout est sérieux. Que nous, on n'arrêtait pas de déconner. Tout nous faisait rire. Je sais pas, tout nous faisait rire. Je peux pas te dire pour aujourd'hui, mais ça nous faisait vachement rigoler, quoi. On faisait des conneries invraisemblables et ça nous faisait rire, y compris de ce point de vue-là, quoi. Oui, bien sûr. Je ne peux pas vous raconter les détails plus intimes parce que ça ne passera pas à votre radio, mais il y a des... Ah, tu plaisantes. Si, tu peux, parce que justement, on fait ça pour ça, donc... C'était drôle. Je me rappelle, il y a un tas qui, pour moi, a été très décisif dans ma vie, puisqu'il a généré, pour moi, une histoire d'amour qui a duré à répétition pendant très longtemps. Et alors, on s'est retrouvés dans une chambre il y avait une cité pour couple à Marseille, donc à Grand-Lit. On s'est retrouvés, on avait décidé d'y aller tous ensemble, mais je crois qu'on avait plus ou moins décidé ça, quoi. Alors, les garçons, des filles, machin. Et j'avais mon meilleur pote, donc Christian, qui avait trouvé un garçon dans le tas à un moment donné. Ah, il me faisait croire que j'étais sa sœur, donc le mec n'en pouvait plus. Et puis, il y a un copain que je connaissais un petit peu, qui à ce moment-là était avec un garçon. Et puis, à la fin de la nuit, on s'est retrouvé Christian, ce mec, et moi, ce garçon, avec qui on est toujours amis, avec qui on était liés, qui était mon petit ami pendant un moment. Je t'ai rencontré dans un tas. Trop bien. Quand son fils m'a dit, tu l'as rencontré où mon père, j'ai pas osé lui dire. Et pour nous, c'était naturel, quoi. Ah ouais, c'est tellement mieux que les applis, les sites et tout ça. Oui, mais bon, on était aussi... Tu sais, c'est quand même les réseaux amicaux, il faut reconnaître aussi, c'est quand même un peu excluant aussi. Oui. Tout le monde n'y est pas admis, tu vois. C'est un peu en vase clos aussi, quoi. En vase clos, même réseau un peu élargi, mais tu vois, il faut être de la bande. Donc, la bande est très élargie.
Enfin, si quelqu'un a amené quelqu'un de beau et d'intéressant. Oui, hein. On disait pas non, on est d'accord. Tu vois, bon, il y a aussi cet aspect-là, quoi. Quand même. Tu vois. Bien qu'on n'était pas tous beaux, pas tous, tu vois. Et c'est quelque chose qui était généré par comment dire, des choses qui vous désinhibaient, donc l'alcool, drogue, etc. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ça faisait aussi partie pour nous de notre, comment dire, notre activité non-stop, quoi. C'était aussi un acte politique, quelque part. On le disait pas, on le faisait, mais toute notre vie est orientée, puisqu'on pensait que la révolution allait avoir lieu demain. Hein. Tout ça se passe donc dans la foulée de 68. La révolution allait vers demain, donc il fallait la préparer. Hein. Et donc on était tout le temps en train de faire quelque chose, quoi. Ça pouvait être sexuel, ça pouvait être participer à un mouvement, ça pouvait être dans la rue, faire du scandale, ouvrir des cases de supermarché, enfin, jouer les petites terreurs, quoi. Ouais, mais c'était très situ en fait, il n'y avait pas de séparation entre rien, tout participait à ça. Nous on était très situ, et les Bordelais aussi, c'est Bordelais là, en tout cas. Et effectivement il y avait ça, et on disait, ce qu'on veut c'est une émancipation totale, on se posait pas de questions, quoi. On était tout le temps sur la brèche, on habitait ensemble mais pas en communauté, par exemple. À Marseille c'était pas le cas. Ça, que c'était pas en communauté La communauté de la misère. Ah oui, d'accord. Quand les gens disaient qu'il y avait une communauté, on disait non, ça n'existe pas, tu vois. Et puis on était vachement rigide sur des trucs. À Paris, quand on habitait en groupe, je me souviens, on avait donc loué un 3 pièces. À la fin, on était 12 ou 15 dedans. Il y avait 2 pièces pour dormir, autre chose, et une pièce réservée aux gens qui voulaient causer, tu vois. Alors évidemment, on avait des lits collectifs et tout, donc tu peux imaginer. Et une nana qui était plus jeune que nous, d'ailleurs, qui prenait pas la pilule, on la virait, tu vois. Dire, attends, tu gères des contradictions, mais nous, on ne se retrouve pas qu'un avortement à faire, on a pourtant fait un avortement à faire. Et bon, tu vois, c'était un exemple. Mais on vivait en groupe de manière... parce qu'on pensait qu'on était actifs dans ça, enfin. Et ça a duré quand même un moment, puisqu'après, quand on est entré au phare, ça a continué, mais plus sous l'angle du phare à ce moment-là. Et du coup, le phare, c'est arrivé comment? Enfin, pour toi? Comment t'en as entendu parler? T'y es arrivé? Comment j'en ai parlé, j'en sais rien, mais nous étions donc un groupe à vivre ensemble, parmi lesquels on était constamment sur la brèche, parce que parmi nous, il y avait constamment plusieurs garçons et filles, et plutôt des garçons d'ailleurs, tu vois, que des filles qui préféraient les garçons. Alors déjà, on était dans une grande discussion, parce que je me souviens, mon ami Christian, qui est très jeune, lui, ce qui l'énervait, c'est pas pouvoir coucher avec une fille. Il savait qu'il aimait les garçons, mais il ne pouvait que s'il y avait un garçon à proximité. Ça l'a beaucoup énervé. Et donc, il faut discuter de ça pendant des heures. Il y avait une scène initiale de blocage sur les filles, qui expliquait pas ça pour les garçons, mais qui expliquait son blocage sur les filles. Du voisin, du père de la petite voisine, qui a menacé de la lui couper et de le prendre par les oreilles. Il se souvenait encore, il avait 5 ans. Tu vois, bon, on dépiote tout ça. Et puis un jour, la maison, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive en disant, il y a Christian et Laure qui sont en train d'essayer de baiser. Tout le monde, on va même pas dans la chambre où ils étaient, après, tout le monde, on attend. Putain, il va y arriver. L'enjeu, c'était d'y arriver. Je sais que j'aime les garçons, mais si je peux pas du tout coucher avec une fille, je suis même pas sûr que j'aime les garçons, en fait, tu vois. Si c'est qu'un blocage, ça m'intéresse pas, quoi. Et alors, il sort de là, écrolé de rire. Mais elle marchait. Il était vachement content. Et Christian, après, entre 2 camionneurs, tous les 7-8 ans ou 10 ans, il lui arrivait de rencontrer une fille, quoi. Mais c'était, tu en rencontres 3-4 dans sa vie, tu vois. Enfin, du temps, il préférait les camionneurs, moi. Chacun ses goûts. Bon, il est mort maintenant, il a une crise cardiaque. Il n'a pas été malade ni rien. C'était mon grand ami de l'époque. Et donc, c'est vrai qu'on... L'idée, alors, donc on était dans cette problématique-là, et depuis déjà longtemps, déjà quand j'étais à Marseille, à Aix et tout, donc là en 68, on était déjà dans des provoques assez redoutables contre ce qu'on n'appelait pas encore l'homophobie. Je sais pas comment on appelait ça d'ailleurs. On n'appelait pas, je crois. Des fachos, non? Non, pas forcément, ça peut être des contre. On faisait tout le temps de la provoque, quoi. Et on n'a jamais été dans des groupes exclusivement déclarés homo. C'était toujours un mélange de gens, il y a des copains qui étaient comme ça. Et en plus, on est tout le temps en train de jouer à ça aussi. C'est qu'on surjouait des fois et tout, ça donnait des trucs, on s'est cassé la gueule, enfin, on tapait aussi. Enfin. Et donc, on vivait tous ensemble, on était vachement sensibilisés sur toutes ces questions. Alors, je crois d'abord qu'on a été au MLF une fois, là, je raconte ça dans le bouquin, je crois. Avec les copines, les garçons nous attendaient et tout. Et on apprend, je sais pas comment, peut-être par paquet 10, qui traînait beaucoup à la maison. Je crois bien, celui qui est devenu après le prince d'Aiguille. Vous ne connaissez pas le paquet 10 ? C'est un personnage, hein. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il était, mais il s'est mort dans des conditions absolument... celui qui faisait après les chroniques du night clubbing en Libération et tout. Drôle de personnage. C'est à suivre, hein, la paquet, drôle de personnage, vraiment.
Et donc, peut-être c'est par lui, parce qu'il était au groupe de base Sancier, qui a succédé à ce qui se passe, je ne sais pas. C'était encore dans un local protestant, avant que ce soit aux Beaux-Arts, quoi, je crois, la première AG, il me semble bien. Après, ben, on est tout de suite allé dans cette histoire-là, parce que ça nous convenait vachement bien. Pour nous, c'était pas un front de libération homosexuelle, c'était un front de lutte contre la discrimination, et surtout un front de lutte d'action révolutionnaire. Et donc, du coup, on s'est retrouvés, les copains et moi, dans ce truc-là, on y a connu plein de gens. D'autres gens qu'on connaissait sont arrivés, ça s'est un peu amalgamé. Ça a duré quelques mois, donc il y a eu, je sais que je remonte le temps, 71, oui, on s'est installé à ce moment-là, on habitait à l'appartement tous en groupe, après j'en ai pris un autre, avec 2 mecs. L'un était bisexuel, l'autre n'avait jamais réussi, alors c'est compliqué parce que c'était les 2 mes amants, alors, ensemble ils n'y arrivaient pas, enfin c'était extrêmement compliqué. Non, il y en a un qui... Et donc c'était devenu un peu le siège d'une des commissions du phare. Commission du 4e, du Marais, quoi.
C'était pas encore du tout ce qui est maintenant. Ouais, et c'est là que j'ai rencontré donc Hélène Azera, qui était encore un garçon, et plein d'autres gens, quoi. Et même quand on a quitté le phare avec ce tract qu'on a fait, qui s'appelle La Propriété muette. Alors, au phare, au début, on était vachement bien. Et puis, il y a plein de discussions, il se passait plein de trucs et tout. Bon, puis c'est festif aussi. Hein. Il y avait les comités de quartier, donc on avait un comité d'action de quartier qui était tout à fait intéressant et sympa et tout, avec des actions dont je me souviens plus très bien. Bon. Après, il y a eu cette action au but de Chaumont, il y a eu d'autres trucs. Et puis commence déjà en AG les tactiques bureaucratiques qui étaient de décider des trucs avant qu'on arrive à l'AG, quoi, déjà. On commence à se mettre en colère. Là-dessus, on annonce en AG qu'on a invité une galerie d'art pour un vernissage. Ouh, mon copain Jacques, très en colère. Ils y vont à plusieurs. Et puis, ils commencent à graffiter sur les tableaux, les PD sont des vandales, etc. Bataille. On dit, attends, quelle indécence, on va pas nous inviter, mais sorte hors de question. Enfin, le phare est devenu quoi maintenant? Une officine on appelle ça adoration publique mondaine pour le artistique. C'est ça, mondanité, Donc on n'était pas content du tout. Après d'autres moyens bureaucratiques, pour d'autres actions, il était question, il y a une histoire de la pelouse de Reuilly, j'ai un peu oublié comment c'était, inventer un truc où tout le monde était parqué, alors on était entre nous sur la pelouse de Reuilly, en fait, un truc horrible. Donc on a commencé à se rendre là, il y avait un Bordelais, justement dans le groupe là, qui s'appelait Jacques Dansette, qui était un mec que j'aimais beaucoup. Je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas s'il est toujours vivant. À mon avis, il a dû choper, bon. Et lui, il est arrivé un jour avec des... On est arrivé à son instigation avec des kilomètres de papier cul qu'on a déroulé. C'est tout ce que ça vaut le phare, en fait. Et là-dedans, on a rencontré des gens qui, comme nous, s'opposaient à cette bureaucratisation, qui ont formé ensuite les gasolines. Et donc tout ça venait à la maison. Donc même après qu'on ait quitté le phare, la maison était encore un centre. Parce que la clé sur la porte et que c'était un grand bisodrome. Il y a un grand drogodrome, si je puis dire. Et donc tout le monde passait, quoi. Et donc ça a été tout un moment d'activité qui n'est pas forcément du tout centré sur la cause homosexuelle. Il faut être centré sur un machin quelque part. On y va, quoi. Voilà. Et ça a été, je dirais, jusqu'à l'enterrement de Pierre Vernet, peut-être. Je me souviens être allé. Entre-temps, je suis parti vivre à moitié du temps avec un garçon. Puis il y avait toujours la maison, parce que mon ex-copain était là et tout le monde était là. Et l'enterrement de Pierre Vernet, les gazoïnes, ils vont habillés en veuve, cherchant de la veuve. Et nous, on était avec. Mon copain François, il avait un pantalon rouge, je me souviens, maquillé comme une chasse et tout. Et alors, c'était drôle, mais drôle. Alors, Guérin s'en est indigné vertueusement, non mais comment, etc. Comme Camaoïste, Vernet, on regrettait qu'il soit mort, hein, quand même. Et voilà, et ça s'est passé comme ça. Après, bon, je dirais que chacun a un peu pris sa route, c'est-à-dire que Hélène, par exemple, elle a commencé à prendre des hormones, machin. Elle s'est quand même... Je m'étais demandé pourquoi elle avait été au tapin pendant un moment. Elle avait posé candidature à l'IDEC, elle avait été admise. Et quand ils ont découvert qu'elle était en transition, tout d'un coup, ça n'allait plus. Et ils l'ont refusé à l'IDEC. Donc elle s'est fait quelques mois de tapin, elle été embauchée par Libération comme chroniqueuse télévision. Ce qui est semblait le moins compromettant possible, parce qu'elle ne serait pas les femmes. Elle s'est mise Chacha 007. C'est un exemple de ce genre de situation. Je sais pas où j'en étais d'ailleurs. De quoi de vos questions, oui. Ah ben on était toujours sur les phares. Et donc, ce qui s'est passé au phare, c'était très multiforme, il y avait toutes sortes de choses, quoi. Alors, c'est vrai que du coup, il y a un truc que j'ai un peu raté, que nous avons raté, c'est le fléau social d'Alain Flegg. Parce qu'Alain Flegg faisait partie pour nous de ces... J'ai demandé à Hélène Azera, mais pourquoi est-ce qu'on n'aimait pas Alain Flegg? Elle me dit, il faisait partie des petits chefs. Alors que bon, c'est ce qu'il a fait très honorable, le fléau social, on trouvait ça très bien. Mais on ne fréquentait pas ces gens qu'on pensait être des bureaucrates. C'est un peu dommage, il y a des occasions manquées comme ça. Il y avait plein de groupes différents en fait dans le phare, enfin, de sensibilités différentes. Oui, puis il y avait pas tant, mais je dirais, comment dire ça, on était très nombreux à une époque. Je sais même plus combien. Donc, quand je revois parfois quelques anciens comme ça du phare, il y a de moins en moins de filles, les filles avaient foutu le camp. On s'est parti, ma copine Karine, moi des dernières filles, quoi. Moi j'ai quand même rencontré quelques femmes, mais bon, c'était quand même... les filles étaient parties dans des histoires, genre les Gunes Rouges, qui était quand même une horreur, etc., etc. Donc, il y avait beaucoup de garçons. Et il y avait, grosso modo, quand même, tout ça, c'était, il y avait des ex-gauchistes, des chefs gauchistes Mao et Trotsko, hein, comme une compagnie comme Dispo, qui était Mao et tout. Je m'avais avoué carrément, quoi. Je m'étais fâché avec lui, je commençais à m'énerver sérieusement. Il me dit, moi, je suis resté maoïste. Comme le connard de... Il s'appelle le philosophe, là. Le maoïste impénitent, là.
Badiou. Alain Badiou, ouais. Ça Buxman, moi, qu'est-ce que je raconte? C'est drôle parce qu'il y avait quand même aussi, toujours, il y avait quand même, avec ces histoires de galeries d'art et d'autres choses, il y avait inclus quelque part dans ce qui était le début du phare, ce qui allait être la période Palace, quoi. Ok. La mondanité qui guettait. Et où là, j'ai très vite décroché. Ouais, et puis le sexe spectacle aussi, quelque part, parce que le Palace, c'est un truc un peu comme ça aussi. Oui, et puis le fait de... Enfin, je sais pas... Enfin, c'était plus on baise les uns avec les autres pour faire de la politique et pour pas séparer tous ces domaines différents. Je crois aussi, il y avait pour beaucoup une décrue par rapport à la Révolution, quoi. Ouais. Se dire, bon, de toute façon, maintenant... Et puis là-dessus, après, il y a eu le sida, quoi. Parce qu'il a beaucoup changé la donne. Ouais. Parce que ce qui nous permettait d'être si libre sexuellement... Oui, c'est qu'il n'y ait pas de il y avait un peu de MST qui circulait, mais c'était pas phénoménal. Il y avait la gale qui circulait. Oui, mais ça n'a pas changé. Je ne l'ai jamais eu, bon. J'avais de chance folle. On vivait en groupe et on faisait attention aux serviettes, aux machins, aux trucs. Il y avait toujours des gens qui venaient se laver à la maison. Et il y avait quand même, on n'avait pas le sida, quoi. Ouais. L'arrivée du sida, ça a été un coup, mais alors... on a perdu des gens, et des garçons, et des filles, parce qu'il y avait l'homosexualité et la drogue, et la sexualité, des militants, et l'hétérosexualité, avec des gens porteurs, donc les Américains qui arrivaient, les gens qui arrivaient avec la maladie, quoi. Ouais, et puis c'était toutes les populations, justement, enfin les déchets, quoi, de l'époque, donc les drogués, les putes, les prostituées, les homos. Beaucoup d'homos bourgeois qui n'étaient pas du tout des déchets. Oh oui, il y avait ça aussi, mais ouais, non mais... Parce que chic, quoi. Ouais, bien sûr, mais il y avait un truc, ça touchait en fait tous ces gens qui étaient en train de s'agglomérer les uns aux autres et de faire des trucs ensemble, en fait, non? Oui, mais ça touchait aussi l'ensemble d'une population, parce que, effectivement... Il n'y avait pas de... T'avais quand même... Il faut se rappeler quand même, un petit détail, c'est qu'avant qu'il y ait le phare, il y avait Arcadie. Oui. On a entendu parler d'Arcadie. Oui, bien sûr. Arcadie, c'était l'endroit honorable, on parlait d'homophilie. Oui. Il y avait que des garçons. On faisait des thés dansants. Mais ce qui est drôle, c'est que René Lefebvre de Spartacus, ce vieux prolo devenu, vous savez qui c'est? Oui, mais t'entends pas. Voilà. Et René allait à Arcadie. Et moi, je lui dis un jour, je m'engueule, je dis René, mais ça va pas, je vais foutre Arcadie. Et René fond en larmes, il me dit, mais je te rends pas compte, à la fin de ma vie, il avait 65 ans. À la fin de ma vie, que je peux danser avec un garçon, que je peux me tenir avec un garçon. Il y a qu'à Arcadie, je peux faire ça. Je l'ai fait pleurer, on me l'a rappelé après. J'avais honte, c'était comme une peste. Il m'adorait, je l'adorais, mais tout de même. Mais Arcadie, c'était ça. Moi, je connaissais bien l'existence d'Arcadie, parce qu'il y avait une mur d'Arcadie chez mes parents, tout simplement. Parce que mes parents fréquentaient beaucoup de, comme je le raconte dans l'interview, autour de nous, population mélangée. Et donc je connaissais Arcadie déjà, je savais déjà ce que c'était, quoi. Mais c'est la seule chose qui existait, il y avait une revue, quand même. C'était le seul truc qui existait. Mais il fallait surtout bien se tenir. C'était BCBG, quoi, Banchi Bonjour, c'était Gilles Cocteau et compagnie, quoi. Rester caché, Cocteau il restait pas caché. Oui, non, enfin c'était d'un style, Cocteau pouvait ne pas le cacher à cause de la situation qu'il avait, quoi. Soyons convenables, soyons corrects, ne choquons pas le bourgeois ni les autres. Ça c'était... comme si l'homosexualité avait été une maladie, quoi, puisque c'était comme ça qu'elle était malgré tout. Tu vois. Alors que la proclamation du phare, parce qu'en 68, il y a juste ce fameux comité d'action de l'érastique dont j'ai jamais vu d'autres traces. C'est un Martel, j'ai rien vu d'autre. Mais il n'y avait rien eu là-dessus. Comme dans le bouquin de certains disent, c'est un truc... Nous, ça ne nous a pas échappé parce qu'on était dedans. Donc, mais c'est la première fois, et ça a commencé aux États-Unis, qu'il y a eu tout d'un coup une affirmation, et qui est devenue complètement stupide en théorie, que l'homosexualité avait quelque chose à voir avec la Révolution. Et alors ça a amené à cette théorie stupide de Guillaume Coyenne, disant que l'homosexualité était par définition révolutionnaire. Et quelqu'un hurle dans la G, et il n'y avait pas de pédénazie peut-être. Bah oui. Oui. On en sait quelque chose, lié à ça. Mais tu te dis, c'est incroyable, tu vois, cette idée. Mais parce que c'était contre la famille, tu vois, tu remontes à Hegel, c'est tout. Tu te dis, bon, et alors maintenant, quand tu vois ce que c'est devenu, c'est marrant parce qu'on le sentait déjà, tu vois. L'homosexualité est anti-famille par définition. Et donc, elle est forcément révolutionnaire, tu vois. Alors que maintenant, c'est devenu le tout famille, quoi. Enfin... Oui et non, qu'est-ce que tu veux, bon. Ça montre simplement que l'orientation sexuelle, quelle qu'elle soit, n'a rien à voir avec la choucroute, quoi. Ah oui, bien sûr. Tu peux être bourgeois. De la même manière que les femmes bourgeoises ne sont pas les femmes prolos, de la même manière, un homo ou une homo bourgeois et un prolo n'aura pas la même vie, quoi, c'est tout. Justement, je voulais te demander, qu'est-ce que tu en penses du queer
Et même, qu'est-ce que tu... Enfin, indépendamment de ce qu'il y a maintenant, qui est quand même un queer hyper... de publicitaire un peu, quoi, de magasin cher, quoi. Ouais, nous, on appelle ça le queer paillette, quoi. Le queer paillette, comme Et... ouais, qu'est-ce que t'en penses, quoi? J'en pense pas grand-chose. Ouais. Pour moi, si tu veux, le terme queer en lui-même, déjà, bon, tu vois, est contestable. D'autre part, c'est comme si c'était... Si tu veux, c'est encore une définition. C'est encore une définition dans le genre. Et moi, les trucs genrés et la lutte contre les genrés, ça m'énerve. Et donc, s'il faut encore se définir, putain, t'es un être humain, point. T'es pas lesbienne, t'es quelqu'un, quoi. T'es quelqu'un qui peut à différents moments de sa vie, en plus, être différent. Tu vois. Tu peux devenir queer à 50 ans, tu peux l'être à 16 ans. Entre-temps, tu peux... Si tu veux, c'est encore une catégorisation. Et on est dans une époque d'identitarisme en tout genre. Et le queer est encore une théorisation. Et une théorisation qui, en plus, se veut militante. Pour ça qu'Hélène Zéra a dit un jour que les queers étaient maoïstes du genre, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est énervant parce que c'est toujours dans la quête... Il faut avoir une identité. C'est ça qui m'agace. Tu vas se définir par rapport à son identité de soi-disant race, de genre, d'orientation sexuelle, ou même de comment tu joues avec tout ça. C'est agaçant. Bon, quand t'es trans, c'est un phénomène particulier, tu vois. Ok. Mais déjà pour moi, homo, ça va pas dire grand-chose, tu vois. Comme définition, ça, la sexualité de quelqu'un ne l'a jamais définie. Outre qu'elle peut être mouvante, ça, si tu te définis par ce que tu es, si tu es assigné, et c'est même une assignation qui existe. J'ai une anecdote assez rigolote avec mon père. Je m'en avais un ami qui était avec des garçons. Et puis une copine à nous, qui était lesbienne par ailleurs, mais qui avait réussi à se faire un gosse par un mec. Et puis, à un moment donné, elle se dit, personne n'a droit sur cet enfant, elle n'a pas de père. Elle la présente. Et donc, Jojo, le copain, dit, écoutez, à mon père, je vais épouser Nicole. Comme ça, la petite sera à nous, etc. On élevait cette gamine tous ensemble, en plus. Et mon père lui dit, Jojo, on peut avoir confiance en personne maintenant. Vous allez épouser une femme, mais ça va pas. Et le contrepoint, j'ai aussi une très jolie histoire. J'avais un ami avec qui je travaillais, un copain de travail. Et il part, on était freelance, il part en voyage d'entreprise. Et il y avait une fille qu'on connaissait bien, qui travaillait dans la boîte. Et elle savait très bien qui il était. Ils reviennent en décrétant qu'ils vont se marier. Alors, je dis à Bernard, enfin, tu sais bien comment ça va se passer. Là, t'es amoureux d'Annie pour un moment, c'est vrai que c'est un charmant jeune homme, parce que c'est aussi un charmant jeune homme, cette fille-là. Mais bon, il me dit, j'aime quelqu'un, il se trouve que c'est une fille, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et ça, j'ai pas trouvé plus beau, quoi. Ouais. Et la manière, c'est ben, je trouve que c'est un garçon, et qu'est-ce que tu veux que j'y... Tu vois, c'est... le queer t'enferme encore dans l'identité. Comme c'est un PD, c'est une win. Alors après, tu peux jouer avec ça, tu peux te revendiquer, tu vois. Mais à partir du moment où tu commences à faire une catégorie publiquement identifiée, qui en plus a vocation à, quelque part, de critique sur d'autres identités qui, tu es obligé, c'est un code, et donc ça m'emballe pas beaucoup. Voilà, on vient de s'écouter la première partie de l'interview de Lola Miserov. Donc on va écouter la suite la semaine prochaine. C'est un peu une longue interview et puis on en profitera pour vraiment faire un débat. Mais juste avant, il y a Socrata qui nous a préparé quelque chose sur la revue Le Fléau Social. Ouais. Alors le Fléau Social, c'est une revue qui a été créée par ce qu'on appelle le groupe 5 du phare. Donc le phare, comme tout à l'heure, c'est le Front homosexuel d'action révolutionnaire qui s'est fondé en 71, après 68, par des lesbiennes à la base, et ensuite qui venaient du MLF, et ensuite qui ont été rejoints par pas mal de PD. Grosso modo, le phare, c'était d'immenses âgés, avec plein de prises de parole, une sorte de libération de la parole homosexuelle à ce moment-là. Et il y avait diverses tendances qui en ont émané, comme les Gouines Rouges, qui étaient les lesbiennes les plus radicales du mouvement, ou bien les Gasolines, qui étaient ce qu'on appelle les folles, et ainsi que le Fléau Social. Le Fléau Social, c'est un peu les PD et les lesbiennes à tendance situationniste. Donc en gros, voilà, elles ont appelé leur revue Le Fléau Social. Il y a eu 5 numéros de 71 et 74. Elles parurent sous ce même titre qui reprenait offensivement la qualification qui avait été donnée aux actes contre nature par le sénateur Mirguet pour défendre son amendement en 60.
C'est dans l'ordre des choses évoquées ci-dessus qu'apparut le premier numéro du Fléau social. Il affichait un dessin de Crumb, paru dans la revue, à ce moment-là, un peu underground, artiste underground actuel, celui d'un homme au comble de l'excitation criant « sexe » sur toute la page de couverture. Une conception du front homosexuel d'Action révolutionnaire y est exposée qui diffère de celle de l'autre journal du mouvement qui s'appelait alors l'Antinorme, bien plus léniniste. Elle était déjà annoncée dans le rapport contre la normalité, qui est un peu le texte fondateur du Phare, dans un texte intitulé « Une action sur la vie quotidienne ». Et donc pour ce groupe 5 du Phare, l'idée c'était qu'ils envisageaient un mouvement politique volontairement inorganisé, un front de garçons et de filles de tous âges qui lutterait sur le point sexuel, mais pas seulement homosexuel, pour aborder le sujet de la révolution communiste globale. Les homos comme les hétéros sont à titre égal les victimes du système, c'était un des points de leur proposition. Donc je vais énumérer un peu les quelques propositions qui sont dites dans le premier numéro du Fléau social. Numéro 1. L'homosexualité, ça n'existe pas. Seulement dans la tête de ceux qui se croient hétéros ou qu'on les prétende hétéros ont réussi à persuader qu'ils étaient homo. Ouf. Deuxièmement, l'hétérosexualité n'existe pas davantage. La sexualité ne peut être que globale et ne souffre pas de partition ou de division. Toute spécification est arbitraire et illusoire, et les comportements fixés ne le sont que face aux archétypes que propose notre culture. 3. Toute spécialisation est inventée et flattée par la classe dominante pour favoriser les uns au détriment des autres, et vice-versa afin de mieux s'imposer. D'ailleurs, les transgressions, quand elles n'entraînent pas une modification du statut social, sont parfaitement tolérées. 4. Homo et hétéros sont à titre égal les victimes du système. Ils sont simplement utilisés, exploités et opprimés à des niveaux différents. 5. Normal et naturel sont des mots à bannir. Rien de ce qui touche à l'homme n'est naturel. En quittant le règne animal pour devenir social, le bipède humain a abandonné tout naturel. Il s'est dégagé de la nature. Rien de ce qui est spécifiquement humain n'est naturel. Donc c'était clairement une mise en branle de toutes les catégorisations sexuelles de l'époque. Dans le numéro 2, il y a un texte que j'aime bien qui s'appelle « Misère de l'amour », dont je vous lis quelques extraits. Je pense que l'idée, c'était un peu aussi de revaloriser la question de l'amour face à une sorte de sexualité un peu trop libérale à ce moment-là. La répression, l'oppression, la misère sexuelle, sous ces platanes centenaires, sous ce soleil déjà un peu bas, avec la multitude d'adorables minets et minettes qui circulent devant nous, ça paraît pas sérieux, ça sonne faux. Un peu comme ces intellectuels qui discutent de la misère du tiers-monde, confortablement calés devant une entrecôte au Girolles. Nous-mêmes, à l'instant, offrons cette image. Sommes victimes du jeu. Marc est à côté de moi, charmant, sympathique, discutant avec beaucoup d'intelligence, et j'ai envie de lui prendre la main, de cesser de parler de ce sujet que nous connaissons si bien l'un et l'autre, de rompre la conversation, l'échange verbal et d'embrasser gentiment ses lèvres, sans plus, une façon de lui dire que je le trouve chouette et que je l'aime bien, une forme de communication et de contact plus direct, au-delà des mots, qui ne font que véhiculer des idées forcément abstraites, des idées générales, qui ne nous appartiennent pas en propre. Eh bien, ce simple geste, je ne l'ose pas, je ne peux pas le faire. Ça n'est pas que la présence des autres m'en empêcherait, ce n'est pas non plus qu'il ne serait pas compris ou mal interprété par Marc, je le sens suffisamment près de moi pour comprendre, mais il est des barrières infiniment plus subtiles, peut-être ce mensonge, cette illusion ambiante, je ne sais, mais c'est moi qui n'ose pas le réaliser. Bien sûr, après avoir fait cette analyse, ce geste, maintenant que j'en connais toutes les répercussions et les implications, je puis le réaliser. Mais ça ne serait plus qu'une parodie de geste, un acte réfléchi et volontaire, sans rien de spontané, et maintenant, cela me gêne comme une chance gâchée de vraie communication, comme un acte d'indépendance raté. Eh bien, n'en déplaise à certains, il n'est pas question, dans le fléau social, il n'en sera jamais question d'étaler cette vie misérable, de s'y complaire, la vie quotidienne chez les PD,
C'est à la nier que nous devons nous attacher. Le but est sa destruction. Détruire les boîtes, les drogues, les illusions, tout ce monde misérable maintenant. Tout de suite, il faut décider que ça n'existe plus. Il n'est pas question de nous offrir un miroir dans lequel on se reconnaîtrait avec complaisance, dans lequel, petit Narcisse, nous pourrions nous contempler avec apitoiement. Le fléau social est une arme, et quiconque a déjà senti monter en lui la force de sa propre destruction sait avec quelle facilité il pourrait lui arriver de tuer les organisateurs de l'ennui, les massacreurs de l'amour. Si tu ne les abats pas, ils te tueront. Ensuite, dans le numéro 4, je voudrais juste conclure les passages sur le fléau social là-dessus. C'est un texte que j'aime beaucoup et qui en toute fin, c'est un texte écrit à la main et il est entouré de plein de dessins de femmes et d'hommes à poil dans une sorte d'orgie avec une moto au milieu. Et vroom vroom. Et puis il y a une nana aussi en super-héroïne avec un fouet qui fait schlack. Mais c'est moi, c'est ça? C'est ça. C'était là, au milieu des images. Et donc il y a ce texte que j'aime beaucoup et qui me fait penser à nous, qui faisons la radio ce soir. Je vous le lis et on conclut là-dessus. Tous ceux qui veulent agir parce qu'ils ressentent objectivement, mais aussi subjectivement la nécessité, tous ceux qui refusent de rester passifs sans toutefois accepter le militantisme, doivent commencer à établir des liaisons entre eux et à se soutenir mutuellement. Dire ça, c'est parler d'organisation. Il faut dès maintenant développer des contacts en essayant d'arriver au maximum d'accords pratiques et théoriques. S'organiser veut dire aussi lutter contre le fétichisme de l'organisation. On ne vient pas rejoindre des camarades pour se réchauffer, pour acquérir un label, mais pour donner plus d'efficacité à son combat quotidien contre le système. Une association de communistes ne peut être en aucun cas l'addition des faiblesses de ses membres, une concentration d'impuissance. On ne peut créer de liaisons et établir des contacts qu'entre des personnes qui ont quelque chose à se dire et à faire ensemble. Voilà. Merci Socrata pour ton usage sexy du passé simple et de la maïotique. Et selon tes dires, maintenant ce sera tout nu en AG. Et je demande à tous mes jeunes disciples de me rendre un petit feuillet la semaine prochaine. Oui. Faisons des tas. Voilà, faisons des tas, comme disait Lola. Donc tout à l'heure, on s'est écouté Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On But The Rent, qui nous parle... Il parle si bien anglais. Oui, t'as vu Gigi. Qui nous parle de l'importance de trouver une copine ou un copain qui a beaucoup d'argent. Maintenant, on va s'écouter Cette vache de ma mère d'Alexander Robotnik. Du luxe. De mon enfance, mes jeunes années, je détestais les laits, les mal au ventre, les nuits blanches, j'oublierai jamais. Cette vache de ma mère, elle m'a coûté très cher. Cette vache de ma mère, elle m'a coûté très cher. Sa large bouche rouge, elle souriait en montrant les lèvres. Un cauchemar sans fin, un cauchemar sans fin. J'étouffe. Cette vache de ma mère, elle m'a coûté très cher. Cette vache de ma mère, elle m'a coûté très cher.
Marseille. Eugie les noyés. Je suis allé au bagne. Mais au bagne, il n'y a pas de lait. C'est le vache de ma mère. Elle m'a coûté très cher. Très cher, très cher. C'est le vache de ma mère. Elle m'a coûté très cher. Très cher, très cher. C'est le vache de ma mère. Elle m'a coûté très cher. Oui, très cher. C'est le vache de ma mère. Elle m'a coûté très cher. Oui, très cher. Et voilà, on vient de s'écouter Celle vache de ma mère de Alexander Robotnik. Et hop. Désolé. Et du coup, c'est El Diablo qui finit son sujet. Alors, on a envie de savoir comment ça va se terminer, El Diablo, quoi. Ouais. Bah, je vais revenir sur la question des mouches. Ouais. Les peuples, les troisièmes genres dans les peuples zapotèques dont on a parlé le mardi dernier. Juste pour en conclure que ces troisième genres, comme on a dit, échappent les catégories un peu et il faut juste se méfier de celles-ci pour essayer de les encadrer et tout. Pour les décrire si facilement parce qu'en fait ça déclenche une série de récupérations par des groupes soi-disant progressistes qui s'en servent pour réussir leur but politique, capitaliste et tout. Même si c'est vrai que on peut le voir juste comme une expression des genres différents parmi plusieurs qui a déjà et qui enrichit le panorama en fait de l'expression des genres et en fait ouais c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si vous avez des questions ou de trucs forcément une question, mais oula. Mais c'est que je trouve cool ce que vous avez fait là comme travail et justement cette question de récupération, tout ça, je trouve que ça fait vachement écho de toute façon de manière générale aux luttes qu'on mène aussi. Bon là du coup je décale un peu de la question de ce que vous abordez, mais je me perds dans ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que on retrouve ça aussi dans plein de luttes, en fait, qui sont hyper récupérées. Voilà, si on peut faire écho avec notre actualité, par exemple, on voit que ça se passe aujourd'hui en France aussi, à certains niveaux, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, non, mais il faut juste faire attention, peut-être, donner des catégories... Des catégories, oui, c'est facilement, c'est tout. Et après, c'était ça pour l'expression des genres et tout. Et maintenant, je voudrais que vous imaginez une petite fille qui a quitté son pays pour aller au Mexique pour chanter et tout, et qui est découvert après par un chanteur de musique ranchera, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un type de musique aussi traditionnelle du Mexique, du sud-ouest. Et c'est un type de musique traditionnelle avec des chansons bien mélodramatiques et on peut dire aussi machistes qui parlent, qui expriment la passion, les fureurs et tout pour des femmes et tout. Et imaginez cette petite fille qui arrive et qui en fait commence à chanter ce type de chansons et qui est découvert par un chanteur très célèbre à ce moment-là qui s'appelle José Alfredo Jiménez, je ne sais pas si vous connaissez, et qui commence à chanter avec ce type de musique et qui s'habille en homme en fait au spectacle et tout, qui a fait un concert à l'Olympia à Paris même, et donc
je parle de Chavela Vargas. Et elle est déjà morte. Elle était une chanteuse mexicaine, naturalisée mexicaine en fait, et qui était très fière de ce qu'il faisait, même si elle n'était pas déclarée lesbienne comme ça pendant la majorité de sa carrière, mais qu'à la fin, on savait bien. Et bon, elle a fait des liens d'amitié avec plusieurs artistes célèbres de l'époque, comme des peintres comme Frida Kahlo et Diego Rivera, et elle est aussi devenue amie d'Almodovar. Almodovar. Et elle a ses chansons sont utilisées dans plusieurs films d'Almodovar, du coup, et dans Babel aussi, les films d'un très célèbre réalisateur mexicain aussi, qui s'appelle Iñárritu. Et il y a aussi, je parle de Chavela Vargas, et il y a aussi un film qui s'est fait en 2007, qui c'est un documentaire qui est fait pour raconter la vie et tout de Chavela Vargas. Et même si j'ai pas vu, j'ai une relation avec elle bien intime. Et en fait, oui, c'est grâce à un autre film documentaire compilatoire de chanteuses mexicaines dont les noms je ne me rappelle plus, que je l'ai connue, et je me souviens beaucoup du contexte. En fait, c'était avec la famille de ma ex-copine et tout. On était là et j'ai fait connaissance de Chavela Vargas et c'était trop cool. Et elle m'a fait un peu... Elle a donné la place pour je pense, pour plusieurs des femmes lesbiennes, pour se délecter dans l'amour et le désir pour des femmes. Et même... personnellement, oui, pour mes premiers amours et tout, pour projeter aussi un peu ce qui peut passer après et tout. Donc, oui, en fait, je vais vous passer un morceau et vous allez entendre, mais oui, déjà quand elle dit dans ces morceaux avec sa voix très grave et tout, avec un ton un peu dirigeant aussi, place ta main ici, on dit comme ça, place ta main ici. On se fait fondre sur c'est pas des sensations un peu chaleureuses et tout, d'un contact humain très lesbien et tout, donc c'est cool. Et les paroles, en fait, et dans les paroles il y a beaucoup des images synesthétiques, vous comprenez, oui. Ça mélange les sensations de son, ouais. Et sont très belles et à la base elles sont tirées d'un poème en fait homonyme. Et mais bon, ce que je voulais récupérer, c'est que c'est très c'est une chanteuse, c'est la seule chanteuse mexicaine lesbienne, donc ça, personnellement, ça m'a fait trop bien de la connaître, l'entendre et tout. Et donc, oui, je veux juste partager avec vous ces petits morceaux. Donc, c'est Macorina, c'est ça? Oui, ça s'appelle Macorina. Okay. C'est le nom d'une fille. Ah, ouais. D'accord. Donc, on va s'écouter cette chanson. Et juste après, on a une invitée très, très spéciale. À tout de suite. Merci. Au revoir.
Du coup. Ah oui, c'est vrai. Au revoir, El Diablo. Au revoir, El Diablo. Voilà. Tu vas jusqu'à la fin de l'émission, quand même. Ouais. Je reste avec le cœur aussi. Ciao. Ciao, ma Corina. Que j'aille au chiottes. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como banderas, noche, guateque y danzón. La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. El cielo un gran frenesí. Y ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus senos, carne de anón, tu boca una bendición de guanábana madura. Era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Pelo jíbaro y fiero, una manigua cubana para mi amor guerrillero. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya, buscando la guardarraya, que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. La luna es un tiburón que va tragando anilina. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después el amanecer que de mis brazos te lleva y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme
Oui, donc on vient de s'écouter Chabela Vargas. Donc je vous avais parlé avant la chanson d'un invité spécial. Et en fait, cet invité spécial, c'est Anal Winter, que l'on a en direct au téléphone. Donc notre technicienne va s'occuper de tous les branchements. Est-ce que tu es là, Anal ? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, ça marche. Le miracle de la radio. Waouh, magnifique. Du coup, je vous appelle pour vous lire un texte qu'on a écrit là très récemment et pour dire à ceux qui sont à la fac du Mirail à Toulouse de continuer. Voilà, et qu'on est avec eux et elles. Ouais. Nous vivons dans un fascisme mou, visible, doux et total. Le nommer, c'est aussi lui donner des armes. Le nommer, c'est aussi le réifier. Le nommer ne suffira jamais pour le dégrader totalement. Il faut maintenant lui mentir. Le non-organe NDQV s'adresse aux forces mobilisées d'un bord à un autre. En préambule, le pouvoir doit être arraché aux hommes blancs et détruit par toutes les minorités. Le pouvoir hétéropatriarcal mâle doit être remplacé par l'autogestion généralisée de la vie. Chacun et chacune a accepté le plat généralisé. Racisme, sexisme, homophobie, discrimination ordinaire, non remise en cause de l'idée de travail ou de sécurité, ségrégationnisme social et territorial. Nous répondons 1. L'ennemi est simple, connu. L'hétéropatriarcat mâle et blanc au pouvoir dans les luttes comme dans les sommets de l'État. 2. Tout doit être dégradé. Les normalités imposées ne sont pas autre chose qu'un renoncement à la vie. 3. Tout doit être mis en joue avec urgence. Les modes de lutte, de pensée, les modes de vie, les manifestations syndicales étatiques ne suffisent pas. Souvent même, elles ne servent plus à autre chose qu'à activer un rituel vide de lutte, une sorte de réflexe pavlovien perpétuant le pouvoir. L'action, l'engagement est dans la vie ou n'est pas. 4. Il n'y a pas d'autre alternative que de tenter de créer des reliefs et des intensités dans la stérilité plate des pouvoirs et des luttes arborées comme notabilité sociale. De penser la consistance face aux postures syndicales, policières, politiques, gouvernementales, radicales. Ne rien faire ou faire si peu, c'est rentrer en complicité. 5. Les luttes passent par la création d'une phase convergente de l'ensemble des minorisés. Femmes, trans, racisés, migrants, gouines, pédés, précaires, bizarres, handicapés, etc. 6. Les luttes ne peuvent se contenter de reproduire éternellement le même et de se perdre en stratégie immobile. Il est question de maintenant, réellement, et de l'urgence du maintenant dans nos vies. Travail, fichage, répression des mouvements sociaux et politiques, assimilation, normalisation, débat imbuvable sur la sécurité, l'orientation, suspicion à l'égard de certains et certaines habitantes, toujours les mêmes, les migrants, étrangers, musulmans, racisés. 7. Il est temps de provoquer l'intempestif et l'affrontement dans tous les champs, de refuser et réagir à tout comportement à l'encontre des minorités. Il faut en finir avec les réactionnaires et les anéantir. Le fascisme est aussi celui qu'on s'impose par l'acceptation de la mollesse sociale. 8. La question est le travail et son refus comme rouage permettant la reproduction du même. La question est la sécurité tant qu'elle empêche l'existence. La question est la normalité sociale en tant qu'elle nie toute autre forme de vie. 9. La question est la vie et le refus de toute sélection, de toute ségrégation, de tout dictat sur les possibles. Il n'y a plus de temps pour l'immobilité. Il est temps de conjurer le réel et de faire briller les yeux. Saboter les normaux, souiller la politique et marcher sur les drapeaux. Toute lutte hétéronormée est une défaite. Toute lutte hétéronormée par essence fasciste. Toute lutte hétéronormée par essence coloniale. Toute lutte hétéronormée est vouée à l'échec. Toute lutte hétéroreproductrice est vouée à l'échec. Cellule internationale, Groupe France. Mais merci Anal. De rien. Tu sais, en t'écoutant, j'avais l'impression d'être dans un vieux film des années 60, politisé. Donc merci pour ce moment. De rien. Merci à vous. Merci Anal. Écoute Anal, moi j'ai des trucs à te raconter, des petits gossips après l'émission. On s'appelle tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Bon, des bisous. Bisous, bonne émission. Merci, salut. Donc on vient d'entendre Anal qui nous appelait en direct, en envoyé spécial. Et maintenant, je crois que c'est Gigi, tu avais quelque chose à nous dire aussi ? Bah oui, ça s'inscrit effectivement dans ce que vient de vous dire Anal. C'est un texte qui est écrit dans le train quand j'ai appris effectivement la décision de l'État de mettre sous tutelle l'université Le Mirail, qui était en grève et en blocus à Toulouse, effectivement, sous tutelle du ministère de
de l'enseignement supérieur. Donc bon, on y est. Moi, j'appelle ça une déclaration de guerre. Après, il y a 2 semaines, l'intervention de la police à l'amphithéâtre à l'université de Bordeaux-Victoire. Bon, là, on enlève un président pour justement avoir les mains libres pour faire intervenir la police dans une autre université. Donc bon, voilà, en 2 heures, j'ai voulu écrire un petit truc et, parce que je suis bien vénère quand même. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a plus le temps pour douter. Nous nous sommes longtemps indignés de la dégradation des acquis sociaux que les générations précédentes avaient arrachés par des luttes. Et elles nous le rappellent bien trop. Qu'aujourd'hui, les attaques de l'État contre les populations nous obligent à ne plus faire semblant. La guerre sociale a lieu aujourd'hui. Pourtant, elle a débuté hier. Elle a lieu dans les hôpitaux où les moyens alloués au personnel soignant et dans les administrations ne cessent d'être baissés ou gelés, alors que les services sont engorgés et où des gens meurent sur des brancards. Et tout ça au nom de quoi ? De prétendues coupes budgétaires inévitables. Elle a lieu dans les services, comme la CNCF, qui subit depuis de nombreuses années des attaques sans précédent en vue de la démanteler et de la privatiser pour, nous dit-on, de meilleures offres. Vous la reconnaissez, la rengaine de l'offre et de la demande, cette rengaine qui a touché les pays anglo-saxons avec les résultats catastrophiques que nous connaissons. La CNCF n'est pas la seule cible des bourreaux néolibéraux. Les aéroports de Paris sont aujourd'hui aussi en danger. Voilà des espaces de lutte où le personnel est en première ligne face à ces réformes dictées par le seul souci de faire du profit et déposséder les populations du peu de propriété collective qui existe encore. L'État n'est pas ce qu'il dit être, cette prétendue émanation du peuple, mais bien le bras réformiste qui se dit légitime et tire à balles réelles sur notre société. Elle a lieu cette guerre au travail. Ah, le travail, travailler que l'on nous dit, aliénons tout, nous tous et toutes, main dans la main jusqu'à tard, toujours plus tard dans nos vies. La torture semble de plus en plus réelle lorsque l'on sait que les dernières ordonnances du palais de l'Élysée font sauter encore davantage de défense sociale pour les travailleurs et les travailleuses. Qu'est-ce que le travail ? Si ce n'est un espace où l'on souffre et où cette souffrance dépasse le stade corporel. Cessons les faux-semblants et comprenons enfin que l'on met notre temps de vie à disposition du capital. Le travail est fait pour nous asservir. La guerre a lieu dans les universités. Par le passé, espace politique de contestation et d'éclairs violents qui embrasaient l'esprit. Aujourd'hui, institution où chacun défend son territoire de recherche et où les professeurs et professeurs demeurent davantage des gestionnaires. L'université se doit d'être efficace, nous dit-on, pour le bien commun. Or, l'efficacité n'est pas une donnée qui doit s'installer dans les couloirs. Elle n'est pas une institution qui doit dégager du profit. Les universités, qu'elles soient libres, gratuites, sans carte pour entrer, avec des cours pour qui le souhaitent, où le savoir n'est plus seulement du côté de celles et ceux qui sont à la tribune. Détruisons les tribunes, détruisons les amphis, à bas la domination du savoir. Reprenons les livres longtemps restés dans les étagères des facultés, ouvrons-les ou brûlons-les. La guerre a lieu aussi dans les rues que nous avons, disons-le, désertées, pour laisser se répandre des slogans syndicaux et militants mous, hétéronormés, sexistes et aussi crasseux qu'impuissants. Se répandre aussi les stands saucisses-boissons et ces figures en carton dégueulasses et carriéristes qui nous servent de porte-parole. Pas de leader, pas de micro à ces gens. Nous envoient une voix, gueulons, chantons et soyons violentes. Reprenons cette arme, jetons-la leur à la figure. Cette rue est un espace de gronde que nous avons oublié. Une discussion ? Pourquoi ? Avec qui ? Plus de dialogue, nos armes s'affûtent, les flics d'un côté avec les bourgeois, les hétérosexuels non alliés, les cis blancs, les racistes, les patrons, les riches, les crevards de l'église, les moralistes, et nous en face, les populations qui sont un risque à leur domination. Nous sommes une infinité de risques pour ces crevures. Les élections, votez, me disent certains, certaines, nous leur répondons piège à con. La démocratie, où ça ? Par ordonnance ? Sans tenir compte des gens qui s'abstiennent et tous les autres petites gens qui ne participent même pas ? Ne perdons pas de temps. Nous n'en avons plus. Ces urnes puent la mort, nous les rejetons. Les politiciens, les démagogues ne sont pas des traîtres. Ils n'ont jamais été de notre côté, alors ne perdons plus de temps dans ce Parlement, dans ce simulacre élitiste. Courons dans nos rues, n'ayons pas peur des matraques, n'ayons plus peur des matraques. Montons des barricades, fabriquons des béliers pour péter les institutions, détruisons les portes et passons par les fenêtres, pénétrons là où c'est interdit, et tout ça dans le fracas assourdissant de la rue. Pensons à nos frères et à nos sœurs, mortes ou blessées, enfermées et jetées en pâture dans les tribunaux. La guerre, elle a lieu à Gintrac, Université Bordeaux, au Mirail de Toulouse, aux universités de Rennes, Poitiers, Tours, à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, à Sivens, à Tarnac. Et partout où cela sera nécessaire. Elle fait éclore ses poches de résistance inestimables et créatrices. Dans la boue, dans les arbres, on va créer. On va s'occuper des espaces. On luttera dans ces derniers.
Pendant ce temps, on veut nous faire croire que la guerre n'est pas sociale mais terroriste. Alors ces pourris en profitent pour cibler toujours les mêmes, les différents, les musulmans, les noirs, les étrangers. Ces pourris cherchent à définir les contours d'un troupeau qu'ils et elles veulent sains. Nous ne trompons pas d'ennemis, car l'ennemi existe bel et bien. Il se cache derrière la morale, à coups de laïcité, de gaz lacrymo, de matraques et de sentences juridiques. Les racisés sont traqués et parqués en Europe et en France. Dans les hôtels de police, les souterrains sont des prisons, des mouroirs pour celles et ceux qui sont raflés. Ce sont là aussi des espaces de lutte. Racisés, femmes, PD, transgenres, interidentités, voilà les populations qui sont ciblées par la norme hétéropatriarcale blanche dominante. Voilà notre cible à nous. La guerre a été déclarée, sans artifice, et de la manière la plus insidieuse possible. Aujourd'hui, nous sommes au diapason et occupons tous les espaces. Nous sommes le désordre, le bordel. Les populations à risque qui travestissons nos vies et rejetons les identités. Aujourd'hui, la crevure bourgeoise et hétéropatriarcale dominante est notre cible. Nous passons à l'attaque et détruisons les normes. Dans la rue, partout on s'arme et plus seulement avec des mots. Nous ne sommes pas là pour faire l'éducation des petites crevures frileuses. Ne nous trompons pas, c'est une guerre. Elle est sociale, elle est politique. Pas de peur. Seule résonne la puissance de notre rage, de notre endurance à la souffrance, de notre cri. Alors la lutte partout, le feu partout, les schlagas sont de sortie. Oh, merci Gigi. D'ailleurs, on lance à ce propos, on lance le hashtag détour d'un hétéro. Détour d'un hétéro de gauche même. Voilà. Donc, à ce propos. Donc, enfin voilà. Moi, j'y ai un peu pensé, voilà, mais je propose que dans les AG, en fait, il y a un peu des endroits pour baiser, un peu à côté. Avec un peu les chefs d'AG et tout ça. Socrata vient de dire oui. Socrata vient de dire oui, je crois que c'était un vieux rêve. Backroom dans toutes les AG. Backroom dans toutes les AG. Et du poppers pour tous. Et du poppers pour tous. Et votons pour tout, être tout nu quoi. Et ne votons pas. Votons pour ne pas voter, voilà. C'est le cinquantenaire de 68, donc on fait des blagues comme ça, quoi. Voilà. Je crois que c'est l'heure de l'agenda, s'il me semble. Ou... Agenda. Ah oui, agenda. Non. Alors, pas de discussion. Eh bien, l'agenda est très fourni cette semaine, puisque j'ai une feuille avec une quantité d'informations. Tu m'étonnes. Donc cette semaine, on va dire que ce qu'il faut retenir, c'est le 22 mars, en ce qui concerne Bordeaux, 13h30, rendez-vous, place de la République, pour une manifestation monstrueuse contre la politique d'Emmanuel Macron. C'est notre président en fait. Mais voilà. Ah oui, c'est vrai, il faut le rappeler. C'est ça. Et il y aura tout le monde, il y aura les étudiants, il y aura Ford, il y aura les cheminots, il y aura du monde. Tous ensemble. C'est quand ? Voilà. Eh bien, c'est le 22 mars à 13h30, place de la République. Et voilà. Et puis, pour le reste du temps, je sais pas, faites des Scooby-Doo, occupez-vous. Et puis, puis on se retrouvera là-bas. C'est pas qu'à Bordeaux, on est d'accord, c'est même au fin fond de la Creuse, les manifs là. C'est pas qu'à Bordeaux, ouais. Partout. Oh, c'est bien ça. Oh. Mais j'ai pas fait beaucoup d'interventions. J'essaye de rentabiliser. Quoi. Ah, c'est pas mal. Non, mais je sais pas. Moi, j'aime bien. Mais moi, en fait, j'avais prévu une chanson, mais j'ai envie d'en mettre une autre qui est un peu plus kitschou. C'est. Je veux dire, je pense que là, on n'a plus rien. Enfin, je regarde le. Non, c'est fini. C'est fini, voilà. Donc, on a réussi. Comment ? On a réussi. On a réussi. On a réussi. Oui. Non, mais on fait que. Félicitations. Il paraît qu'on a oublié le coming out à Macron. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah. Non, parce que voilà, en fait, on a un document. Voilà, je l'ai dans les mains. Faut faire un jingle là, non ouais. On a un document. On a un document, enfin voilà, parce que moi j'ai un très bon ami qui travaille à Mediapart, bon je couche avec lui, et qui nous a dit qu'en fait il avait un document qui prouvait que Macron était homosexuel. Donc vu que c'est un document, je peux pas vous le montrer à la radio, mais bon voilà, ce document est édifiant, il dit noir sur blanc, Macron est homosexuel. Donc voilà, j'espère que vous écoutiez jusqu'au bout parce que vous êtes raté peut-être à côté du scoop. Et semaine prochaine, Marguerite Duras. Oui, voilà, donc la semaine prochaine, on va se parler de Marguerite Duras et de la dialectique. Voilà, enfin, on va faire le sujet.
Et maintenant, on va s'écouter Et c'est pas Danse sociale. Oh, trop cool. Bisous. Bisous. Ciao. Danse sociale.